Merci Catherine Conconne. Voilà qui met donc un terme à cette première partie. On va maintenant entrer dans le vif du sujet. Alors je l'ai dit en préambule, le monde de la formation devrait changer en profondeur d'ici 1 à 2 ans, si je me fie à ce que m'a dit Hubert Patingre hier. Des mutations attendues alors que nous sommes, on l'a d'ailleurs rappelé, dans un contexte de crise et que l'on compte plus de 20% de chômeurs en Martinique, plus de 60% ont même moins de 25 ans, d'où la nécessité d'adapter nos politiques de formation. Alors, qu'est-ce qui est fait? Que faut-il faire? C'est ce que nous dira Daniel Robin, deuxième vice-président du Conseil régional et président de la Commission éducation et formation professionnelle. C'est à vous. Madame la première vice-présidente du Conseil régional de la Martinique, chère Catherine, monsieur le vice-président du Conseil général, mon ami qui a vendu la mèche, madame Largène, représentante de la ville de Schœlcher, et monsieur Léostic, donc, qui représente monsieur Maffre, qui est désormais appelé à d'autres affaires ce matin. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu aussi nombreux donc à cette invitation à participer aux premières assises régionales de la formation. Alors, je ne serai pas imparfait en omettant de saluer tous les Daniels qui sont présents dans la salle ce matin en leur souhaitant bonne fête. Voilà qui est dit. Alors, comme Madame la Première Vice-Présidente l'exprimait tout à l'heure, nous avons effectivement, dans le cadre de la stratégie de développement de la Martinique, inscrit la formation dans une dimension particulière. Et notamment lorsqu'il s'est agi de travailler donc avec l'équipe sur la feuille de route que le président de région nous a demandé de mettre en œuvre, il est très clairement apparu que la formation n'est pas une fin en soi, mais s'inscrit dans une logique transversale. C'est une dynamique qui permet effectivement de doter la Martinique d'une stratégie globale de formation professionnelle qui est ancrée dans une stratégie de développement. Et si ce n'est ça, ça n'a pas de sens. Et donc nous avons, et c'était ici même en décembre 2010, posé avec les professionnels un certain nombre d'axes de stratégie que je vais essayer de balayer avec vous un petit peu et scander les quelques étapes qui ont été réussies, d'autres pas. Mais ce que je veux dire en préambule, c'est que toutes les évolutions législatives depuis 83, et notamment donc celle de 2002, celle de 2004 et celle de 2009, ont toutes consacré un rôle de pilote à la collectivité régionale en matière de formation professionnelle. Mais surtout, ce que nous avons surtout essayé de souligner et de mettre en œuvre, et je salue les représentants de nos oppositions, je salue tous les partenaires, je salue les partenaires sociaux notamment, la formation est éminemment un champ qui doit être consensuel, dans lequel nous essayons d'être tous mus par une réalité qui nous rattrape, et je le sais tous les jours lorsque nous sommes dans nos actes quotidiens, en train de faire de l'essence quand les stations ne sont pas fermées, en train d'aller sur le marché, y compris quand on va passer un petit moment paisible en famille. Nous sommes tous rattrapés par la réalité sociale de la Martinique avec des personnes qui sont en difficulté, en souffrance et qui demandent à accéder tout simplement à la démarche d'insertion et qui souhaitent, à travers les dispositifs de formation, organiser leur rebond et leur capacité donc d'être réintégrés dans la société. Et cette réalité prégnante, parfois très pesante et même douloureuse pour certains, doit nous permettre tous ensemble, à l'occasion de ces 2 jours, d'identifier des pistes, des réflexions, parce que ces assises ont été construites et sont voulues comme étant un élément de réflexion, certes, mais également de production. Il nous faut être en capacité, au terme de ces 2 jours, d'aboutir à des propositions très concrètes qui nous permettront d'impacter l'ensemble de ce que nous allons balayer, mais bien évidemment les politiques régionales, de telle sorte que nous soyons plus efficaces à la lumière des fonds qui sont investis. Alors, il était question d'abord effectivement de prospective. Et nous avions posé comme axe fort la possibilité qu'il y avait de décliner à l'échelon régional le fameux CPRDFP, Contrat de plan régional de développement des formations professionnelles, outil qui a été signé donc avec le représentant de l'État le 15 avril dernier, et également donc M. Siganos, qui était à l'époque recteur de l'Académie de Martinique, mais surtout qui a permis donc à travers les quelques axes clés qui ont été identifiés, d'avoir un vrai document de programmation qui nous autorise, en croisant ces dispositions avec celles des contrats d'études prospectives, d'avoir désormais une vraie visibilité sur tout à la fois les besoins du territoire,
l'évolution donc des métiers et la capacité que nous avons lorsque nous devons poser et établir nos politiques, mettre en œuvre la réalité de ce qui a été programmé. Alors je crois que c'est le premier temps d'échange effectivement et de présentation un petit peu de ce support qui devait normalement être mis à la disposition de chacun des participants, parce qu'il faut que vous, professionnels, soyez complètement imprégnés donc de ce contenu opérationnel qui permet donc de fonder la démarche et qui autorise, je l'espère, à mieux comprendre les évolutions que nous avons voulu mettre en œuvre. Donc, ce qui est important aussi, c'est qu'au-delà donc des CEP et du CPRDFP, nous avions décliné une politique à l'adresse de l'ensemble des publics. J'ai entendu, et c'est vrai que c'est une préoccupation permanente, chacun a évoqué ce matin la jeunesse martiniquaise. Alors, c'est vrai que la jeunesse martiniquaise est pour nous au cœur de nos préoccupations et que nous avons donc, à travers cette cible, décliné un certain nombre d'offres. Alors, parmi les choses concrètes qui ont été mises en œuvre, il y a les écoles de la deuxième chance. Nous avons désormais donc 3 écoles qui sont chaque fois adossées à un bassin, sur le nord, le centre et le sud. Alors, sous la coordination de Madame Michel Pin, que j'ai vue et que je salue, Michel, je ne sais pas où tu es, voilà, Michel Pin, donc, qui est ici présente, qui est donc directrice de l'école de la deuxième chance du Nord, mais à qui nous avons demandé de mettre en œuvre donc une coordination avec l'ensemble des écoles. C'est un outil qui permet, et même si je me permets de temps en temps d'exprimer que ce n'est pas une école à proprement parler, parce qu'il s'agit justement de réinventer une démarche qui permet d'impacter tout à la fois sur les compétences de base, sur la dimension projet et la connaissance de l'entreprise, des jeunes qui sont très, très, très éloignés de l'emploi. Donc c'est une réalité désormais. 3 écoles qui sont dotées donc d'une capacité d'accueil qui autorise 300 jeunes chaque année en Martinique à accéder donc à ce nouveau dispositif. Donc nous avons aussi beaucoup travaillé donc sur tout ce qui relève du décrochage scolaire, donc en liaison avec le rectorat et notamment le SAIO, pour faire en sorte que nous soyons en capacité, avec les missions locales, de les raccrocher, de faire en sorte qu'il y ait une démarche beaucoup plus individualisée. Alors une démarche de repérage, d'identification, ensuite une démarche d'accueil, d'information, d'orientation, pour pouvoir les insérer dans un certain nombre de programmes et de dispositifs, soit le programme régional de formation pour les jeunes, soit d'autres types d'actions, et notamment tout ce qui relève des emplois aidés. Donc nous avons d'ailleurs à ce titre investi la gouvernance des missions locales, puisque nous sommes désormais impliqués dans les 3 missions locales, avec des vice-présidents qui secondent et complètent la gouvernance aux côtés de l'État et des acteurs des EPCI. Nous avons également donc signé une charte avec les employeurs et les organisations syndicales pour tout ce qui relève justement de l'accès des jeunes à l'emploi. Et celle-ci se traduit notamment par des actions telles que celles que nous déclinerons un petit peu tout à l'heure, notamment autour de l'immersion des jeunes. Un plan de relance pour inciter les entreprises à augmenter le nombre d'apprentis. Donc il y a notamment la signature du COM avec l'État, doté de 10 millions d'euros, 5 millions État, 5 millions régions, qui viennent compléter les efforts portés par les uns et les autres chaque année, mais qui constituent surtout une façon d'animer la réalité qui est toujours difficile. Alors je le dis ici parce qu'il n'y a pas de forfanterie, nous avons placé des objectifs extrêmement ambitieux, et nous en sommes loin. Et il faut donc effectivement, et ça a été l'objet d'une réunion au rectorat la semaine dernière, qu'il y ait la possibilité de réfléchir sur les raisons justement qui freinent le développement de cet apprentissage, qu'il s'agisse bien évidemment de la nature même de cette démarche, il s'agit d'un contrat de travail, donc il y a le lien entre l'entreprise et le jeune, mais surtout donc la réalité de ce que nous devons faire en termes de modification et d'adaptation de la carte des formations, mais également donc voir si les aides aujourd'hui mises en œuvre sont posées au bon niveau, et au-delà de ce que nous avons mis posé en termes d'accompagnement sur médiation et développement, donc des médiateurs et des développeurs, voir s'il n'y a pas d'autres dispositifs à adapter. Alors nous avons également un plan de relance pour les entreprises, donc pour les inciter à prendre davantage d'apprentis. Donc Madame Conconne a animé le plan de relance 1, le plan de relance 2. Donc nous sommes vraiment très investis donc auprès des entreprises pour, y compris dans la démarche de conditionnalité de la région, faciliter donc l'accès des jeunes à l'entreprise. Parmi les éléments d'innovation,
Nous avons également élargi le dispositif de l'apprentissage pour rendre les collectivités éligibles, et c'est également donc un apport de Madame la Première Vice-Présidente avec laquelle nous avons beaucoup travaillé. Et nous devons donc rencontrer l'ensemble des collectivités, des mairies, pour voir avec elles comment faciliter, maintenant que le dispositif d'accompagnement a été voté par les élus en région, voir comment mettre en œuvre dans des modalités pratiques tout ce dispositif. Donc nous allons également beaucoup travailler sur tout ce qui est relance de l'école de pêche. J'ai vu Patricia Tell également donc, dans nos invités, avec laquelle donc, la commission pêche, nous travaillons beaucoup. Et tout ce qui relève des actions en faveur des étudiants, des secteurs sanitaires et social, à travers donc, nos partenariats avec l'IFSI, donc l'école d'infirmiers, tout ce qui est IBOD pour le bloc opératoire, et l'IFMES, qui est un organisme auquel nous consacrons également beaucoup de moyens. Pour ce qui concerne les adultes, donc, toutes les cibles doivent être privilégiées. Nous avons également donc le programme régional adulte, qui est chaque année donc fortement doté et qui nous permet donc de répondre, autant que faire se peut, aux besoins du territoire. Alors les demandeurs d'emploi constituent, vous le savez, également un socle fort de l'action régionale, puisque nous avons besoin, dans un contexte décrit souvent comme étant fortement déprimé, d'accompagner celles et ceux qui sont en situation d'accéder à l'emploi. Donc nous avons travaillé sur différents axes. D'abord, une convention avec l'ADOM. Je salue la présence de Jean-Claude Cadenet, qui nous fait l'amitié d'être présent avec nous ce matin. Donc Jean-Claude Cadenet, qui est directeur général de l'ADOM. Nous avons consolidé les partenariats avec l'ADOM et relancé donc la convention annuelle qui est dotée, j'évite de prononcer des chiffres aujourd'hui, mais c'est quand même important de le citer, une dotation d'1,5 million d'euros chaque année, depuis 3 ans, pour accompagner donc des jeunes demandeurs d'emploi avec des opérations un petit peu particulières et adaptées. Je ciblais donc ce que nous avons fait pour les jeunes souhaitant accéder à la profession de boucher. Nous avons également accompagné les orthophonistes. Nous sommes en train de travailler donc sur un certain nombre de créneaux et de cibles pour essayer d'être justement, alors souvent dans une dimension un peu industrielle, c'est le propre de la formation, mais chaque fois qu'il y a des professions, des métiers susceptibles de nous faire remonter des besoins, être en adaptation. Nous avons également donc travaillé sur tout ce qui relève de la mobilité en adaptant les profils propres de la région et en élargissant les zones éligibles donc à la démarche de mobilité. Nous avons aussi refondu nos dispositifs en matière de VAE, donc pour doter plus favorablement ces dispositifs. Travailler également sur le e-learning, puisque ça fait partie des dimensions de plus en plus revisitées. Et nous avons là également avec l'ADOM une démarche autour de la Web Academy. Monsieur Cadenet en parlera certainement savamment donc, lors de l'intervention qu'il a en son atelier. Mais plus généralement, prendre appui donc, sur les technologies qui sont aujourd'hui opérationnelles pour adapter les contenus et faire en sorte que nous puissions rompre avec les contraintes liées à la mobilité interne. Travailler aussi beaucoup sur les formateurs, les organismes de formation, tout à la fois donc avec cette charte qui a été signée il y a quelques jours et qui constitue un vrai point de départ et une opportunité extraordinaire pour la Martinique de travailler aujourd'hui sur la qualité de celles et ceux qui sont en capacité d'avoir le relais direct auprès de celles et ceux qui sont au centre de nos préoccupations, alors qu'on appelle les apprenants, les stagiaires. Mais donc nous avons une charte qualité avec les organismes de formation pour les inscrire dans des démarches qualité. Nous avons également beaucoup travaillé sur tout ce qui relève des salariés en consolidant les dispositifs, également les chantiers d'insertion avec une dotation forte de 1 million d'euros autour de tout ce qui relève des ateliers chantiers d'insertion. Alors, notre réalité est aussi de dire qu'il y a des dispositifs sur lesquels nous n'avons pas totalement réussi à transformer l'essai, notamment la GPEC, qui fonde pourtant beaucoup de ce que nous avons à faire. Nous avons lancé sur le Nord la démarche et qui doit être aujourd'hui mieux articulée entre les partenaires publics et socioprofessionnels pour trouver pleinement sa pertinence. Et là également, et je pense que c'est le cœur de la réflexion que nous devons conduire, la formation n'étant pas une fin en soi, la réalité de ce qui est attendu de tous, c'est en fait d'agir sur le tissu d'entreprise, les PME, les PMI, alors les accompagner dans leur plan de formation, bien évidemment, dans de la GPEC, mais surtout, je crois que c'est la relance de l'activité qui induira la relance effectivement de l'économie et la capacité donc de pouvoir à terme insérer et accueillir de plus en plus de ceux qui sont aujourd'hui éloignés de l'emploi. Alors tout ceci, j'ai envie de dire sans se glorifier en aucune manière, mais
constitue la réalité de l'apport de la collectivité régionale, de ses partenaires, parce que nous n'avons pas conduit tout cela tout seul, pour cette mandature. Cependant, il nous faut ensemble regarder notre réalité quotidienne. Et pour autant que nous soyons des acteurs tous conscients et investis, il faut donc à la fois être bien au fait des tendances qui sont aujourd'hui prégnantes et de voir comment nous allons adapter nos démarches, refondre nos dispositifs, remettre en question nos pratiques et nos politiques. Alors c'est pour ça que la deuxième partie de mon intervention est davantage tournée sur ce qui est aujourd'hui attendu. Alors vous l'avez identifié, nous avons beaucoup de rendez-vous qui sont d'ores et déjà réalisés, d'autres sont en cours. Nous avons donc désormais une vision prospective du champ de la formation professionnelle. Il faut adapter cet écosystème que constitue, notre représentation pour être en capacité de répondre favorablement à cet appel. Alors, il y a tout d'abord ce que j'appelle, moi, l'évolution des politiques d'achat. Vous le savez, il y a un certain nombre d'acheteurs de formation. La collectivité régionale, Pôle emploi, entre autres, sont les principaux acheteurs de formation. L'évolution législative telle qu'elle se préfigure positionnera là également la collectivité comme étant acheteur pour le compte des principaux opérateurs que sont bien évidemment la région, mais aussi Pôle emploi. Ce qui veut dire que dans cette nouvelle dynamique, il va falloir que nous soyons là aussi en capacité d'inventer de nouvelles modalités. D'abord entre les opérateurs institutionnels, mais aussi avec les organismes de formation. C'est pour ça qu'il y a vraiment deux niveaux sur lesquels je souhaite interpeller cette Assemblée. Tout d'abord, c'est le repositionnement de l'appareil public. Vous l'avez entendu, nous sommes engagés dans une démarche d'habilitation et de constitution d'un établissement public administratif. Ça veut dire que, clairement, et ce sera l'objet de l'atelier de demain après-midi, la gouvernance de la formation va évoluer. Alors, bien évidemment, lorsqu'il s'agit de parler de gouvernance, nous sommes, et c'est réellement donc la nature même de la démarche dans laquelle nous sommes engagés, nous souhaitons qu'il y ait le plus de monde possible autour de la table dans le cadre de cette gouvernance pour impacter très fortement, et vous le verrez dans la déclinaison de ce que je vais présenter, la révolution qui est en marche. Je dis bien révolution, parce qu'il va y avoir tant au niveau de la collectivité régionale que des satellites, comme l'AGEFMA, Pôle emploi, comme l'OREF, comme le CARIF, une remise en question singulière du fait de l'immersion dans cet écosystème de cet établissement public. Alors nous comptons y aller de façon volontariste, mais surtout de façon consensuelle et éminemment participative, parce qu'il faut que chacun, dans les prérogatives qui sont aujourd'hui les siennes, puisse trouver à alimenter et à nourrir de ses pratiques, de ses expériences, mais surtout de sa capacité donc à positionner cette offre comme elle mérite de l'être aujourd'hui. Il y a un enjeu énorme. C'est l'AFPA. Vous le savez, l'AFPA est un opérateur qui, un petit peu comme partout sur le territoire national, est un petit peu mal en point et qu'il y a régulièrement des réformes pour essayer de colmater, de saupoudrer un petit peu ici et là. Et la dernière réforme, en fait, n'est que l'avant-dernière, puisque d'ores et déjà pointe à l'horizon une nouvelle démarche. Donc nous sommes engagés également dans une démarche d'évolution du lien organique entre la collectivité régionale et l'AFPA, et elle impacte l'ensemble des organismes de formation. Parce que les choix qui seront déclinés pour l'AFPA conditionneront le devenir de beaucoup d'organismes de formation, et notamment celles et ceux qui sont ici présents dans la salle. Alors le parti pris qui est le nôtre aujourd'hui, contrairement à ce qui a pu être fait dans d'autres régions, y compris celles proches de nous, est de préserver le tissu d'entreprises privées et d'inscrire l'AFPA dans une démarche où elle sera spécialisée sur un certain nombre d'éléments de la stratégie régionale. Alors, je sais que c'est un sujet qui est éminemment sensible parce que ça concerne des collaborateurs
Il y a donc un certain nombre de réunions qui seront programmées. Nous avons d'ailleurs, je crois, cette semaine, une assemblée générale de l'AFPA vendredi matin. Mais ce que je me plaise à évoquer ce matin avec vous, c'est qu'il nous faut changer la culture de l'AFPA. Il faut incontestablement en faire un appareil beaucoup plus compétitif et réactif par rapport à la réalité des champs et des missions qui lui sont confiés. Alors, dans le champ des repositionnements, nous avons engagé une réflexion très lourde qui impacte cette fois-ci la collectivité régionale, dans un partenariat avec Pôle emploi. Vous le savez, les aides individuelles constituent un volet conséquent de l'accompagnement de la collectivité régionale. Nous y consacrons près de 4 à 5 millions d'euros par an. Elle a cru en termes de nombre de bénéficiaires pour passer d'un peu moins d'1 millier à plus de 4000 personnes bénéficiaires. Les enveloppes ont également évolué puisque nous sommes passés à une aide de 2500, je crois, à 3000 euros individuellement. Mais vous savez, le problème de l'aide individuelle, c'est qu'elle se heurte en fait finalement aux stratégies que nous posons. Parce qu'il y a un double phénomène. L'un que je loue et je qualifie de vertueux, qui consacre une pratique, des personnes en demande et en démarche d'insertion identifient à travers la formation professionnelle une réelle opportunité de pouvoir s'inscrire dans une démarche d'acquisition de compétences, de recyclage ou tout simplement de bonification dans le cadre d'un parcours VAE. Bien. Ça, c'est le côté louable et noble. À côté de cela, il y a sur le marché, puisque c'est le terme consacré, des stratégies d'acteurs et d'opérateurs. Et cela, dans des démarches un peu opportunistes, développent. Mon camarade Daniel Marie-Sainte lève les sourcils, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Développent leur business. Et ça se traduit bien souvent par des choses qui sont déviantes par rapport aux stratégies qui sont posées. Et quand on voit les masses qui sont en question, il est clair que nous avons pris la décision de réformer ce champ-là également. Alors d'abord, en étant cohérent par rapport à ce que nous avons posé en termes de programmation, et en disant tout simplement, nous avons aujourd'hui des outils, CPRDFP, CEP, nous avions une vision très claire de ce qu'il faut mettre en œuvre, et donc nous avons choisi d'adosser la démarche d'aide individuelle à une démarche de pertinence par rapport aux orientations stratégiques voulues par la région. Et si désormais des demandes nous sont adressées et qu'elles n'entrent pas dans le cadre, nous n'acceptons pas sans valider, et c'est le rôle qui a été confié notamment à la GEFMA, qu'il y a un projet d'insertion adossé, parce que, et sans choquer, je l'espère, qui que ce soit, nous ne pouvons pas continuer à former des centaines de personnes qui veulent ouvrir des instituts d'onglerie, de massage, qui veulent passer des CACES ou des permis poids lourds. Nous en avons recensé 450 financés par la collectivité régionale l'année dernière, sans que pour autant nous ayons la réalité de l'insertion attendue. Donc, nous avons choisi de réformer. Mais ce n'est pas tout. Il faut aussi se dire que la collectivité régionale est dans des instructions qui sont parfois peut-être un petit peu pauvres et qu'il nous faut souvent reconnaître que nos équipes abattent, et j'en vois beaucoup dans la salle que je salue, tout au long de l'année, un labeur colossal. Parce que pour arriver à 4000 dossiers, un peu plus de 4000 dossiers, c'est peut-être parfois 8000 aides qu'il faut examiner, donc c'est conséquent. Mais il me semble que nous avons pourtant des partenaires dont la mission, c'est d'être en contact avec les demandeurs d'emploi, qu'il s'agit des missions locales ou de Pôle emploi. Donc nous avons ouvert une vraie réflexion pour justement prendre appui sur les conseillers, notamment de Pôle emploi, pour qu'ils puissent être prescripteurs de l'aide individuelle de la collectivité régionale. Donc nous gardons nos prérogatives en termes de décision, mais nous allons adosser donc à cette compétence, Pôle emploi, une démarche dans laquelle nous serons, nous, en capacité d'être beaucoup plus certains qu'il y a une vraie démarche de dialogue entretenue entre le demandeur et le prescripteur que sera Pôle emploi. Vous le savez, nous allons nous engager dans une démarche forte là également, mais qui nous vient de la législation, c'est le service
public régional de l'orientation. Donc cette nouvelle dimension est pour nous essentielle, portée par Pôle emploi, qui était, je disais ça à Madame Chongwa-Numérique, je ne sais pas si elle est dans la salle, mais je la salue. Nous étions les parrains, nous allons devenir les parents, puisque le service public régional de l'orientation va s'inscrire désormais dans un pilotage régional. Donc, tout ceci donc, va impacter fortement l'appareil public, mais l'enjeu majeur, c'est d'impacter l'offre de formation. Il faut que les organismes, aujourd'hui, entendent, comprennent, intègrent que nous avons changé de cap et que nous avons donc changé de stratégie. Et qu'il faut donc que l'ensemble de l'appareil mute également pour être en concordance avec ce que nous avons posé comme démarche stratégique. Alors, cette mise en cohérence va passer par plusieurs stades. Il y a cette démarche qualité que nous avons envisagée. Il y a bien évidemment quelque chose qui est nouveau également, puisque la collectivité régionale est aussi désormais identifiée et fléchée comme étant en charge d'arrêter la carte des formations professionnelles. Et je salue également la présence dans la salle de nos collègues du rectorat, avec lesquels nous travaillons beaucoup sur ce sujet, parce que nous avons, et je le dis, besoin de l'expertise de l'académie pour pouvoir poser nos propres réflexions qui s'inscrivent dans une démarche renouvelée. Alors cette réforme de la carte des formations professionnelles doit également se traduire par une mise en cohérence de la formation initiale et de la formation continue. C'est pour ça que nous avons engagé et quasiment abouti, puisque ça a été voté, je crois, par le Conseil régional Frédéric il y a quelques jours, le schéma prévisionnel des collèges et des lycées. Donc là également, c'est une initiative que nous avons prise, qui a été très consensuelle avec le Conseil général, avec l'Académie, avec les services régionaux. Nous avons donc engagé également les autres autorités rectorales, puisqu'il y avait également la DAF et les affaires maritimes. Donc faire en sorte que nous ayons la possibilité, là également, d'être en adaptation, puisque c'est la logique. Alors, j'ai parlé de la GPEC, je vais rapidement parler du soutien à l'emploi et à la formation. Monsieur Maffre, avant son départ précipité, a évoqué effectivement notre participation active à tous les comités qui permettent de mettre en œuvre tout ce qui est emploi d'avenir, contrat de génération, emploi franc. Nous avons également choisi de bonifier l'ensemble de ces dispositifs avec un abondement de la région. Mais également donc faire en sorte que nous puissions élaborer nos propres dispositifs d'accès à l'entreprise. Notamment, ça a été le cas avec Immersion Emploi Jeune. C'est le cas également donc avec de nouveaux dispositifs pour l'alternance, parce que vous le savez, trop de jeunes sont, à ce moment même où nous parlons, en souffrance par rapport à la difficulté qu'ils ont d'accéder à l'entreprise dans le cadre des contrats de professionnalisation ou des contrats d'apprentissage. Également, donc, parmi les éléments de réforme, ça a été cité, je n'y insisterai pas, la démarche de réforme donc, de la gestion des fonds européens, avec également une autorité de la région en la matière. Alors, tout ceci nous amène effectivement, et j'en terminerai sur ce point avant que notre modérateur me modère, évoquer ce qui, effectivement, à la lumière de ce que je viens d'exprimer, doit davantage, je l'espère, éclairer chacun d'entre vous. Ce fameux acte 3 de la décentralisation, volet formation, vous le savez, concentre encore les pouvoirs aux mains des régions en matière de formation professionnelle et de développement économique. Alors, ce qui nous a semblé important, à travers cette démarche d'habilitation, c'est de pouvoir viser 3 niveaux. Tout d'abord, une démarche d'adaptation, parce qu'il nous semble important d'adapter les politiques du marché du travail aux conditions et aux besoins locaux. Alors, je sais que ça a fait l'objet de beaucoup de débats, mais les programmes de formation doivent s'adapter aux exigences des entreprises locales. Nous avons besoin, effectivement, d'adosser notre démarche aux besoins tels qu'ils sont aujourd'hui mis en œuvre. Et il faut être très clair, il faut aujourd'hui, et je salue également le travail fait avec les OPCA, j'en ai vu certains présents dans la salle, nous devons, et nous avons signé une convention avec OPCALIA, participer donc à des démarches. C'est vrai que les branches en Martinique, c'est un vieux sujet,
ne sont pas suffisamment mises en œuvre, mises en évidence et animées, structurées, à l'exception de quelques-unes d'entre elles. Mais il nous faut faire ce travail d'émergence donc des besoins, d'adaptation à des secteurs ou à des branches pour être beaucoup plus pertinent dans la démarche. Ensuite, il faut articuler ces politiques et faire en sorte que nous soyons en capacité, là également, de mieux mettre en musique, si je peux m'exprimer ainsi, l'ensemble des dispositifs qui se caractérisent par leur multiplicité, leur complexité, leur domiciliation chez des acteurs qui ne sont pas tous toujours investis d'une connaissance mutuelle de ce que fait l'autre, et surtout d'avoir la volonté d'inscrire ça, et c'est le troisième volet, dans une gouvernance restaurée. Et cette gouvernance restaurée, j'en suis très heureux, ça nous avait, Madame la Première Vice-Présidente, donné lieu à quelques débats lors du cadre du congrès qui s'était tenu en Martinique au mois de juin dernier, où nous disions effectivement qu'il fallait impacter la gouvernance, et singulièrement la gouvernance de l'emploi en région. Je suis heureux, puisque nous avons, en quelque part, anticipé ce qui est aujourd'hui inscrit dans les gènes de la prochaine loi, portée par le gouvernement, et ce qui semblait pour certains peut-être un peu audacieux, va voir le jour. Alors le Conseil régional pour l'emploi va être réformé, vous le savez, ou je vous l'apprends, mais plus que cela. Ce qui est important, c'est que les CCREFP vont effectivement se voir investis de la compétence emploi. Alors pas dans le cadre d'un transfert de la compétence d'État, il ne s'agit surtout pas de ça, et ce que nous avions bien martelé et exprimé, mais faire en sorte qu'il y ait une possibilité de mettre en œuvre des démarches de concertation, des démarches d'articulation, des démarches d'adaptation, dans un champ qui est, je le rappelais, c'était mon point liminaire, consensuel, et donc dans lequel nous avons besoin que les institutionnels, les partenaires sociaux soient autour d'une table pour être beaucoup plus efficaces dans l'animation de ce qui doit être l'alpha et l'oméga de notre préoccupation partagée. Alors, oui, nous avons engagé cette démarche d'habilitation. Oui. J'ai passé beaucoup de temps avec les équipes de M. Sapin ces dernières semaines et nous avons une réunion extrêmement importante il y a 15 jours, et notamment avec Mme Beauvois qui devait être avec nous aujourd'hui, mais qui, pour des raisons liées à la négociation en cours qui s'avère extrêmement sensible entre partenaires sociaux, justement, il est beaucoup question du compte formation, il est question d'un certain nombre des évolutions contenues dans le projet de loi, n'a pas pu être présent. Cependant, nous avons reçu un courrier hier. C'est tout frais. Qui est adressé donc à Monsieur le Président de Région. Et je vais vous en lire juste une petite partie et souffrez que je vous la livre. La création de l'établissement public que vous envisagez est originale et particulièrement intéressante au regard des objectifs de la réforme que je vais prochainement porter devant le Parlement. Son objet devrait notamment permettre de professionnaliser la programmation des achats collectifs de la région, faciliter la mobilisation d'aides individuelles, aider à la professionnalisation des organismes de formation locaux et assurer un service d'ingénierie des parcours de formation. Nous ne l'avons soufflé à personne, je vous confie, c'est M. Sapin qui a écrit. Au regard des défis qui sont les nôtres, pour faciliter l'accès à la formation de ceux qui en ont besoin, mettre en œuvre le compte personnel de formation, rationaliser les financements de l'ensemble des acteurs de la formation à destination des jeunes et demandeurs d'emploi, votre initiative fait sens. J'y suis favorable. Je vous propose donc que les travaux initiés se prolongent, travaux qui pourraient déboucher sur l'intégration au projet de loi de réforme de la formation professionnelle d'un article autorisant la création de l'établissement public demandé par la région Martinique. Alors oui, nous y sommes. Je tiens à ce stade vraiment à saluer les équipes qui nous accompagnent, vraiment, de façon parfois un peu lourde, parce que le rythme est toujours fixé par le président de région, et c'est vrai que c'est parfois toujours un peu compliqué. Donc les équipes
du Conseil régional de la Martinique, que je vous demande d'applaudir et de saluer. Mettez-vous debout. Laurence, Guy, Eric, je ne vous vois pas tous. Soyez pas timides. Voilà, applaudissez-les. Parce qu'ils font un travail remarquable tout au long de l'année. Je sais que ce n'est pas toujours évident de suivre les élus que nous sommes. L'équipe de la GEFMA, qui a été notre assistant maîtrise d'ouvrage dans le cadre de la préparation des assises, avec à sa tête Madame Singré, Monsieur Burdi, et toute l'équipe. Mais ils sont. Alors je vois Axel, Marie-Louise Oreillette qui se cache. Axel, je vois Joël Montout également. Venez qu'on vous voit un petit peu dans la lumière. C'est vous qui faites le job toute l'année. Alors je tiens à ce que vous soyez salués et reconnus comme il se doit. Merci pour tout ce que vous faites.